dernière séquence de cette convention InVivo 2025 avec un invité totalement remarquable, exceptionnel. Bien sûr, sur cette conclusion, vous allez l'accueillir dans une poignée de secondes avec évidemment l'honneur qu'il nous fait. Bien sûr, je vous rappelle le numéro de téléphone pour lui poser vos questions. 07 57 59 70 90. Voici monsieur Philippe Aghion, prix Nobel d'économie 2025. Bonjour Philippe. Soyez le bienvenu. Installez-vous. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'est très intimidant. J'ai jamais été dans une audience aussi nombreuse, bien évidemment. Voilà. Donc, écoutez, donc je vais vous dire quelques mots sur ce pourquoi on m'a donné un prix Nobel. Voilà. Oui, regarde-moi. Voilà. C'est bon. Peut-être qu'on a eu tort. Voilà. Donc en fait, ce qui a été reconnu, c'est il y a en économie, donc je suis un économiste, je suis professeur au Collège de France, à l'INSEAD et à la London School of Economics, et ma spécialité, c'est l'innovation et la croissance. Et ce prix nous a été décerné à moi et à un co-auteur, à moi, parce que nous avons en fait élaboré une nouvelle théorie de la croissance. Voilà. La théorie qui était dominante jusque dans les années 90, enfin les années 80, c'était la théorie de Robert Solow. Et la théorie de Robert Solow, je fais juste, voilà, je suis à vous. Voilà. La théorie de Robert Solow, c'était une théorie où la croissance est générée par l'accumulation de capital. C'est-à-dire que vous produisez du PIB avec du stock de capital, vous épargnez une partie du PIB que vous produisez et vous l'investissez pour augmenter le stock de capital, ce qui vous permet d'augmenter la production, ce qui vous permet d'épargner davantage, d'investir davantage, etc. Mais en fait, Robert Solow lui-même était conscient qu'il y a des rendements décroissants par rapport sur l'accumulation de capital. Si vous passez de 0 machine à 1 machine, vous augmentez beaucoup plus la production que si vous passez de 9 machines à 10 machines. Donc Solow lui-même savait que l'accumulation de capital ne peut pas être la source de croissance à long terme. La source de croissance à long terme, c'est le progrès technique. Seulement, il ne vous disait pas d'où venait le progrès technique. Et Schumpeter avait cette idée de destruction créatrice, de dire en fait, ce qui est le moteur de croissance, c'est ce processus par lequel les nouvelles innovations remplacent les anciennes technologies. Mais quand j'étais étudiant, il n'y avait pas de théorie schumpeterienne de la croissance, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de modèle ni d'empirique de la croissance schumpeterienne. Alors avec mon collègue Peter Howitt, on a élaboré un nouveau modèle de croissance qui repose sur 3 idées. La première idée, c'est que la croissance de long terme provient de l'innovation cumulative, où chaque innovateur bâtit sur des innovations qui ont précédé. La deuxième idée, c'est que l'innovation ne tombe pas du ciel, elle est produite par des entrepreneurs qui investissent dans la recherche-développement pour innover parce qu'ils espèrent avoir des rentes d'innovation. Si je fais un meilleur produit ou je produis moins cher que les autres, eh bien pendant un certain temps, j'ai des rentes de monopole qui récompensent mon innovation et jusqu'à ce que quelqu'un fasse mieux que moi. Et la troisième idée, c'est la destruction créatrice. Eh bien, les nouvelles innovations remplacent les anciennes technologies. Et on voit tout de suite qu'au cœur du processus de croissance, il y a une contradiction. D'un côté, il vous faut des rentes d'innovation pour motiver l'innovation, mais d'un autre côté, les innovateurs d'hier sont tentés d'utiliser leurs rentes pour empêcher de nouvelles innovations parce qu'ils ne veulent pas, eux, être sujets à la destruction créatrice. Et c'est typiquement ce qui se passe. Les innovateurs d'hier essaient de faire barrage aux entrants nouveaux parce qu'ils ne veulent pas. Et ce qui aide à surmonter ça, c'est la politique de concurrence. Vous avez besoin d'un gouvernement qui met en place une politique de concurrence qui fait en sorte que tout le temps, il puisse y avoir des nouveaux entrants avec des nouveaux talents, de nouvelles idées qui viennent défier les intérêts acquis, qui viennent défier
défier les innovateurs d'hier, les obliger soit à eux-mêmes innover pour survivre, soit à les remplacer. Et c'est ça qui est là. Et une économie dynamique, c'est une économie où sans arrêt vous avez des nouveaux entrants qui viennent, qui créent des entreprises, qui peuvent développer leur entreprise. Donc à la fois on veut permettre à des gens de se développer, mais on veut pas qu'une fois qu'ils se sont développés, ils empêchent de nouveaux talents d'émerger et de se développer à leur tour. Alors c'est un paradigme qui est très puissant parce que on voit la croissance d'une manière très différente. Déjà, on comprend le décollage industriel. Pourquoi le décollage industriel a eu lieu en Europe au 19e siècle et pas en Chine, qui était un pays plein d'inventions? Eh bien, parce qu'en Europe, il y avait les institutions pour l'innovation cumulative. On avait l'encyclopédie, on avait des universités. Il y avait en Europe des institutions pour l'innovation cumulative qu'il n'y avait pas en Chine. Deux, je vous ai dit qu'on innove pour avoir des rangs d'innovation. Ben, en Europe, en Angleterre, grâce à la Révolution glorieuse, et en France, grâce à la Révolution française et Napoléon, on avait des systèmes de protection de droits de propriété. Le roi ne pouvait pas venir vous exproprier. Ça, c'est très fondamental pour qu'il y ait de l'innovation. Et troisième, qui est notamment un droit des brevets. Hein. Et troisièmement, la destruction créatrice en Europe. Eh bien, si on empêchait un innovateur, un nouveau venu, un nouveau talent de se développer en France, eh ben, il pouvait aller en Suisse ou en Angleterre. La concurrence entre pays européens est quelque chose qui a permis d'entretenir la destruction créatrice. Vous voyez, donc, c'est une théorie très puissante parce qu'elle vous permet d'abord de comprendre pourquoi la croissance est un phénomène aussi récent. La croissance, telle qu'on la connaît maintenant, elle n'a que 200 ans d'âge et elle a commencé avec la première révolution industrielle et ça s'est passé en Europe et ça s'est pas passé ailleurs parce que c'est en Europe que ces conditions-là institutionnelles étaient réunies. Voilà. Donc il y a une autre énigme historique que ça permet de comprendre, c'est le fait qu'il y ait des pays qui commencent à se développer et qui ensuite arrêtent de croître. On sait qu'il y a une façon de faire de la croissance, c'est d'accumuler du capital, mais à un moment donné, ben, ça marche plus, on s'essouffle. Et une autre manière, c'est d'imiter les technologies plus avancées. L'Union soviétique a beaucoup cru grâce à l'accumulation de capital et un peu à de l'imitation. Et à un moment donné, la croissance soviétique s'est essoufflée vers le milieu des années 70. Et ça a scellé le sort de l'Union soviétique. Elle a perdu la guerre froide. Voilà. Elle a commencé à se développer, puis elle a cessé de se développer. Mais il y a d'autres pays, par exemple, où, comme la Corée du Nord, qui a commencé à croître très vite. La Corée du Sud, par contre, la Corée du Nord, jamais. La Corée du Nord est restée électrocardiogramme plat. Je parlais de la Corée du Sud, qui croît très vite après la guerre de Corée. Et à un moment donné, la croissance se décline. Pourquoi? Parce que pendant la phase de croissance de la Corée du Sud, après la guerre de Corée, elle croît beaucoup par l'imitation et par l'accumulation de capital. Et à ce moment-là, se développent des grosses entreprises qui vont évidemment pousser la croissance par l'imitation, mais qui vont faire barrage au nécessaire passage à des institutions qui favorisent la croissance à la frontière. Quand vous êtes à la frontière technologique et que c'est l'innovation qui est la source de croissance, la concurrence est très importante. Vous innovez pour échapper à la concurrence. C'est très important d'avoir de la concurrence. C'est très important d'avoir du capital risque. Il y a des institutions qui sont nécessaires pour passer d'une croissance par l'imitation ou l'accumulation de capital à une croissance par l'innovation. Et ces gros mastodontes, ces grosses entreprises coréennes ont fait barrage au nécessaire passage à des institutions qui allaient rendre la Corée vraiment innovante. La même chose au Japon. Pendant la période de l'après-guerre, jusque dans les années 90, le Japon croît très vite, mais se développent des grosses entreprises qui sont les Keiretsus, et elles font barrage à l'introduction de davantage de concurrence qui permet au Japon de devenir innovant. Un autre exemple, c'est l'Europe. L'Europe, entre la zone euro, par exemple, entre 1945 et 1985, à peu près 40 ans, ça englobe les 30 glorieuses, notre PIB par tête rattrape le PIB par tête américain. Pourquoi? Parce qu'on reconstitue notre stock de capital qui a été détruit pendant la guerre grâce au plan Marshall, et également on rattrape la révolution technologique de l'électricité qui avait eu lieu aux États-Unis dans les années 1920 grâce à notre niveau éducation. Mais quand il s'est agi, nous, de devenir vraiment très innovants en Europe, eh bien, on n'a pas réussi à le faire. Et d'où le fait que depuis qu'il y a eu la révolution des technologies de l'information notamment, eh bien, notre PIB par tête européen décline par rapport au PIB par tête américain. Et en fait, on décline pas seulement par rapport aux États-Unis, on décline, nous, Européens, par rapport à la Chine également. Donc, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est le rapport Draghi. Qu'est-ce que vous dit Draghi? Eh bien, l'innovation de rupture high-tech se fait
aux États-Unis et maintenant en Chine. Elle se fait moins chez nous. On est bloqué dans le mid-tech incrémental. Voilà. Et pourquoi on est bloqué? Parce que nous n'avons pas un vrai marché unique de biens et services en Europe. Le marché est segmenté, chaque pays impose ses réglementations par-dessus les réglementations européennes. Deux, nous n'avons pas un écosystème financier de l'innovation avec du capital risque très développé et des investisseurs institutionnels, fonds de pension, fonds mutuels développés comme aux États-Unis, qui poussent au risque, vous voyez, parce qu'aux États-Unis, on encourage l'échec. On vous dit, c'est pas grave si vous échouez à court terme, on va vous donner des institutions qui encouragent l'échec à court terme pour vous permettre de réussir beaucoup plus et de prendre des risques. Eh bien, au niveau de la recherche fondamentale, ils font des financements à long terme de la recherche fondamentale. Par ailleurs, ils ont le capital risque qui accompagne les startups et leur permet de prendre beaucoup de risques, et les investisseurs institutionnels qui accompagnent les entreprises plus grandes. Nous n'avons pas en Europe un écosystème qui favorise l'échec, qui dit aux gens échouez, échouez, échouez. C'est comme ça que vous allez faire quelque chose de très, très nouveau, de très disruptif. Donc nous n'avons pas l'écosystème financier et nous n'avons pas les DARPA, Defense Advanced Project Agency, qui est une manière moderne de faire de la politique industrielle. Dans les domaines de la défense ou des biotech ou de l'énergie, les Américains ont inventé un moyen où les fonds viennent des gouvernements, du gouvernement, du ministère. Ils ont des chefs d'équipe pour atteindre une mission. Et après, ces chefs d'équipe suscitent des projets concurrents. Et c'est une manière de réconcilier politique industrielle, politique de la concurrence. Nous n'avons pas l'équivalent des DARPA. C'est avec la DARPA que les Américains ont pu mettre des gens dans l'espace. Tout le programme NASA a émergé des DARPA. Et le GPS, la navigation autonome, l'Internet, c'est des conséquences de la DARPA. Eh bien, nous n'avons pas cet écosystème en Europe. Donc, si vous voulez, l'Europe doit se doter d'institutions qui vont pousser à l'innovation high-tech de rupture. Et nous n'avons pas ça suffisamment. En Europe, on fait de la bonne recherche. Elle ne débouche pas suffisamment sur de l'innovation de rupture en Europe. Il faut que nous mettions en œuvre le rapport Draghi. Voilà. Alors, un grand espoir, c'est l'IA. En France, nous avons des grands talents en IA. Par exemple, Yann Lequin, qui vient de quitter Meta, est un des piliers de la révolution de l'intelligence artificielle. Il faut l'attirer chez nous. Surtout, ne lui mettez pas une taxe Zuckman, parce que là, vous êtes certain que l'IA échappe à la France. Pourquoi? Parce que la taxe Zuckman, elle pénalise des gens comme Yann Lequin ou Arthur Munch, qui créent une entreprise qui est fortement valorisée, qui ne réalise pas de cash flow, et on oblige cette personne à emprunter pour payer des impôts sur une valorisation qui est fictive, volatile et incertaine. Et au lieu d'emprunter pour développer son entreprise. Et donc, évidemment, si vous mettez la taxe Zuckman, je peux vous garantir que tous les entrepreneurs, toutes les licornes potentielles françaises, elles vont mettre la clé sous la porte ou elles iront faire ça ailleurs. Voilà, donc je crois vraiment ça a été une bonne chose de bloquer cette taxe, et assurons-nous qu'elle reste bloquée éternellement. Voilà. Alors, je veux dire juste un mot pour terminer, je pense que c'est important. Donc je dis l'importance pour l'Europe et la France d'aller vers l'innovation de rupture et le high-tech, davantage que nous l'avons fait. La recherche, en fait, les innovations de rupture suivent beaucoup des papiers européens, mais la recherche se fait en Europe, mais l'innovation de rupture ne se fait pas en Europe pour les raisons que j'ai énoncées il y a un moment. Je crois que c'est très important de rendre la croissance inclusive, c'est-à-dire de s'assurer que personne n'est laissé sur le bord de la route. Je crois que le gros danger, si on met en œuvre, si on devient plus innovant, mais qu'on le fait d'une manière qui n'est pas inclusive, eh bien tous ceux qui sont exclus vont aller vers les partis populistes. Et nous avons un grand danger en France de populisme dans 17 mois. Donc, vous voulez de l'innovation en France, faites tout pour éviter l'arrivée de populistes au gouvernement. Et moi, je pense que ce qui est très important, c'est de montrer que tout le monde est inclus dans le processus. L'éducation, c'est une manière, un bon système éducatif, ça vous fera beaucoup d'innovants potentiels.
et en même temps c'est inclusif. Mettez de la concurrence, eh bien ça permet à de nouveaux talents de venir, de ne pas être empêchés par les intérêts acquis. Ça vous rend plus inclusif et plus innovant. Et je crois beaucoup ici dans la flexi-sécurité. Au Danemark, quand vous perdez votre travail, eh bien pendant 2 ans, vous avez 90% de votre salaire et l'État vous forme et vous aide à trouver un nouvel emploi. Je trouve qu'avec la révolution de l'IA a un énorme potentiel de croissance et un potentiel de création d'emplois en fait, mais ça va aussi impliquer que des personnes changent de travail. Eh bien, si on est doté d'un bon système éducatif, d'une bonne politique de concurrence et d'une bonne flexi-sécurité, on peut aborder la révolution de l'IA dans les meilleures conditions. Et l'IA, elle, a le potentiel de remonter notre croissance et de nous faire remonter la pente. Donc je crois c'est très important de nous doter des bonnes institutions. Je crois que la prospérité, c'est le résultat joint des technologies et des institutions qu'on met en place. Si on sait mettre les bonnes institutions pour s'adapter aux révolutions technologiques, alors c'est comme un cheval fou, on guide le cheval là où vous voulez. Mais si on ne se dote pas des bonnes institutions, alors la révolution technologique peut nous submerger et au contraire créer des grands problèmes chez nous. Donc je crois qu'on tient dans nos mains des atouts formidables, des talents que nous avons en France. La France est un pays avec démocratie, liberté, avec un modèle social, avec un souci environnemental, avec des chercheurs et ingénieurs et informaticiens de premier plan. C'est à nous d'utiliser ces atouts pour conquérir le 21e siècle. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Philippe.